Bonjour à tous. Cette vidéo fait partie du cours Contribution à la qualité du système d'information de la PME dans le bloc 4, Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME du cours de BTS GPME. Nous verrons plus en détail dans cette vidéo la collecte et la structuration des informations. Pour traiter ce point, nous allons voir successivement les moteurs de recherche. Alors on verra là des considérations générales, mais aussi quelques points particuliers pour avoir des recherches plus efficaces. Ensuite, nous aborderons la veille informationnelle, c'est-à-dire des techniques pour s'informer de façon régulière sur un certain nombre de thèmes. Le point suivant sera consacré au contrôle de l'information. Comment s'assurer de la qualité d'une information reçue. Nous verrons ensuite comment collecter de l'information quand elle provient du système d'information de l'entreprise. Et nous terminerons enfin par quelques remarques générales sur la structuration de l'information dans les systèmes d'information. Concernant les moteurs de recherche, tout d'abord quelques généralités. Ces applications sont extrêmement populaires. Presque tous les utilisateurs utilisent plusieurs fois par jour un moteur de recherche. Ils sont bien sûr utilisés pour rechercher une page que l'on n'a jamais vue et qui correspond à certains critères de recherche, mais aussi et surtout pour aller sur une page que l'on connaît, mais dont on ignore l'adresse. Deuxième point, un bon moteur de recherche a analysé toutes les pages publiques du web. Sont environ 130 multiplié par 10 à la puissance 12 pages. 130 par 10 à la puissance 12 pages, ça fait environ 130 000 milliards de pages. Ce nombre-là un peu délirant permet de se rendre compte de la puissance des serveurs et des connexions nécessaires pour lire toutes ces pages. Troisième point, accès rapide. Effectivement, l'idée de ces outils, c'est de rechercher parmi ces milliers de milliards de pages, la dizaine de pages qui vous intéressent. Donc il est donc nécessaire d'avoir de puissants index qui pointent sur les bonnes pages. Cela constitue finalement le tour de force de ces sociétés comme Google, Bing, Yahoo, de réaliser cette sélection en quelques dixièmes de secondes. Enfin, dernier point, il est à noter que les moteurs de recherche constituent le meilleur point d'entrée du web. C'est ici que le plus grand nombre d'internautes passe. C'est donc le point idéal pour proposer d'autres services aux internautes, comme par exemple les dizaines de services proposés par Google. Cartographie, bureautique, stockage d'images, stockage de musique, de vidéos, de services email, etc. Alors, le principe d'un moteur de recherche est simple. Il suffit de demander quelque chose pour l'obtenir. Cette demande est matérialisée par un ou plusieurs mots-clés que l'internaute saisit dans le champ de recherche. Alors bien sûr, le détail du traitement réalisé par le moteur de recherche n'est pas publié et reste le secret de fabrication de l'entreprise. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les mots saisis sont analysés et les pages correspondant à ces mots sont affichées dans la liste de résultats. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a tout intérêt à choisir des mots-clés précis. Par exemple, l'ajout d'articles, le, la, une, n'apporte en général pas grand-chose d'intéressant sur les pages recherchées. Il faut savoir qu'on peut définir des critères de recherche plus précis dans un écran, comme par exemple celui de droite pour Google, de recherche avancée. Il est ainsi possible de saisir des mots-clés, des mots repoussoirs, c'est-à-dire que le mot ne devra pas figurer dans la page recherchée, ou des dates, des nombres, une langue particulière, etc. Une autre fonctionnalité parfois utile, c'est qu'il existe une mini-syntaxe pour préciser certaines choses directement dans le champ de recherche, sans passer par l'écran de recherche avancée. On va prendre quelques exemples. Si vous tapez dans un champ de recherche d'un moteur de recherche, GPME, site ifpro.fr, ça aura pour effet d'aller chercher sur le site ifpro.fr
toutes les pages qui contiendront la chaîne GPME. Donc, la notation site, deux points et le nom d'un site derrière, permet de restreindre la recherche Google à uniquement un site en particulier. Deuxième type de recherche qu'on peut saisir, c'est d'utiliser le caractère moins. Par exemple, si on rentre dans un champ de recherche marine-marchande ou moins marchande, ça veut dire qu'on veut sélectionner toutes les pages qui contiennent le mot marine, mais qui ne contiennent pas le mot marchande. Donc le signe moins, c'est une façon de créer des mots repoussoirs. Enfin, troisième exemple simple, on peut taper entre guillemets contrôle de gestion. Et là, le système va rechercher la chaîne de caractères contrôle de gestion, c'est-à-dire que toutes les pages contiendront exactement contrôle de gestion. Si vous ne mettez pas les guillemets, vous aurez des pages qui contiendront contrôle, d'autres qui contiendront gestion, mais vous ne serez pas sûr que toutes vos pages contiennent le libellé contrôle de gestion. Alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette vidéo qui traite de la veille informationnelle. Alors tout d'abord sa définition. La veille informationnelle consiste à être à l'écoute d'un grand nombre de sources de données en permanence sur un ou plusieurs sujets. Alors, on peut se poser tout de suite la question, mais pourquoi mettre en place une veille? Bien, les raisons sont multiples. On peut décider de mettre en place une veille pour surveiller la concurrence. Par exemple, savoir si sur un article repère vos concurrents ont un nouveau tarif, ou quel est leur niveau de tarif sur tel ou tel produit repère, ou s'ils sortent un nouveau produit. On peut aussi veiller sur les informations commerciales et financières. Par exemple, comment se portent mes principaux clients, fournisseurs et partenaires? Ont-ils des problèmes commerciaux financiers? Alors à ce sujet-là, il faut noter qu'il existe des services spécialisés qui vous donnent ou vous vendent ce type d'informations. Troisième cause de mettre en place une veille informationnelle, c'est d'obtenir des informations marketing ou technologiques. Par exemple, dans le domaine d'activité de l'entreprise, existe-t-il de nouvelles techniques qui permettraient d'être plus efficaces? On peut aussi surveiller des thèmes juridiques. Par exemple, existe-t-il de nouveaux textes de loi qui sont sortis sur l'activité de l'entreprise ou sur la gestion du personnel? Enfin, on peut aussi surveiller des sujets généraux, par exemple l'e-réputation de l'entreprise. Et pour cela, on peut systématiquement scanner les pages Facebook et Twitter de l'entreprise pour voir quelles sont les différentes remontées que l'on a des internautes sur l'entreprise ou ses produits. Alors comment est-ce qu'on peut mettre en place une veille informationnelle? La première opération, c'est sûrement de définir les objectifs de la veille. On vient de voir qu'effectivement il existait de nombreux objectifs possibles, mais il est important, dans un premier temps, de se limiter à un ou deux objectifs. On pourra toujours en rajouter dans un second temps. Deuxième opération, c'est définir les sources de données, c'est-à-dire définir les sources d'informations qui vont vous permettre d'acquérir toutes ces données. Alors, il y a bien sûr Internet au sens général, mais il peut y avoir aussi des sites du type Facebook ou Twitter, mais aussi des sites spécialisés comme par exemple Compass, qui vous permettent d'obtenir des informations financières précises sur vos partenaires, sur vos clients, vos fournisseurs, vos concurrents, etc. Ensuite, on va collecter et évaluer l'information. Alors ça, c'est déjà paramétrer des automates qui vont récupérer à intervalles réguliers les informations demandées. Et puis ensuite, c'est vous qui allez devoir évaluer les informations qui auraient été collectées. Car toutes les sources ne sont pas forcément fiables. Enfin, la dernière partie, c'est la mise en forme et la diffusion de l'information. On peut agir soit par des mails simples qu'on envoie aux différents destinataires, soit mettre en forme des tableaux de bord qui visualisent l'information. Alors, de quels outils dispose-t-on pour mettre en place une veille informationnelle? Il y a tout d'abord des outils intégrés sur le web qui permettent très simplement, en quelques clics, de réaliser toutes les opérations
d'une veille informationnelle. À savoir qu'on va pouvoir désigner les sources de données que l'on veut examiner régulièrement. Donc vous aurez le choix entre plusieurs sources, Internet, Facebook, Twitter ou des sites particuliers. Vous allez ensuite donner des filtres de sélection pour chacune des sources, généralement par mots-clés, qui vont permettre de trier et de sélectionner parmi toutes les news celles que vous jugez pertinentes. Vous allez ensuite pouvoir mettre en forme, selon plusieurs schémas préétablis, le résultat des recherches. Et enfin, vous allez pouvoir diffuser de l'information, notamment avec de jolis tableaux de bord multicolores, consultables après s'être identifiés sur le site. Alors, il existe quelques produits qui sont en accès libre, mais généralement, une redevance est nécessaire pour accéder à une utilisation professionnelle. Bon, il existe aussi des outils plus simples et qui sont gratuits, comme par exemple Google Alert. Alors, Google Alert, c'est simplement un outil qui va permettre de lancer une requête à intervalles réguliers, par exemple le jour, par exemple la semaine ou le mois, et vous allez récupérer uniquement les nouveautés depuis le dernier lancement. Et ces nouveautés vont vous être transmises par mail. Donc Google Alert va vous envoyer les liens vers une nouvelle page sur lesquelles vos mots-clés sont apparus. Troisième solution, c'est l'utilisation d'un lecteur de flux RSS qui va permettre de lire, là encore, sur une source de données, les nouveautés. Alors, ce flux RSS, c'est en fait un format un peu particulier qui permet de mettre en forme des news et qui sont directement lisibles par un lecteur. Il est capital d'avoir un œil critique par rapport aux informations collectées, notamment sur Internet. Dans une entreprise, les informations sont parfois utilisées pour prendre des décisions importantes et il est toujours nécessaire de les vérifier. Alors, quels sont les moyens à disposition pour contrôler une information ? Tout d'abord, il existe un certain nombre de contrôles qui sont intégrés au navigateur Internet, comme par exemple Google Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Alors, il est possible dans certains cas d'être averti que l'on se trouve sur un site de phishing ou hameçonnage en français. Alors, un site de phishing, c'est un site qui a l'aspect d'un site officiel, par exemple l'aspect d'un site d'une banque ou d'une institution, mais qui en pratique sert soit à diffuser de fausses infos, soit à récupérer des informations sensibles, comme par exemple des numéros de compte bancaire ou des codes de carte de crédit. D'autres possibilités pour garantir une certaine qualité d'information, c'est d'avoir une connexion sécurisée avec le site. Pour cela, le propriétaire du site doit se faire répertorier auprès d'une autorité du web, par exemple DigiCert ou VeriSign. Et du fait de cela, une communication sécurisée pourra s'établir entre votre poste de travail et le serveur web. C'est pour vous la garantie que les informations émanent bien du propriétaire du site et donc de l'organisation propriétaire du site. Le propriétaire s'engageant en quelque sorte dans son nom. Un autre moyen de contrôler l'information, c'est d'avoir un œil critique par rapport à l'information qu'on vient de récupérer. Qui a publié cette information ? Est-ce que dans la page, on cite des sources, autrement dit d'où provient cette information ? Est-ce que le site qui diffuse cette information est réputé sûr ? Est-ce que cette information a été relayée ailleurs ? À qui profite cette information ? Donc, toutes ces questions sont nécessaires si on veut effectivement contrôler l'information et avoir une certaine garantie pour éviter de tomber dans les fake news. Quand on collecte des infos depuis le système d'information de l'entreprise, on a généralement moins de fake news. Il existe généralement des moyens commodes pour récupérer des informations en masse. Mais là encore, il convient de rester critique par rapport aux informations récupérées et aux résultats obtenus. En effet, une erreur de manipulation ou une simple erreur dans une formule Excel peut parfois corrompre complètement une analyse ou une statistique.
Alors, deux cas sont à considérer en fonction du système d'information de l'entreprise. Quand le système d'information ne contient pas de base de données relationnelle, on dispose généralement des outils bureautiques pour travailler. On a donc à disposition toutes les fonctions de Excel pour travailler, à savoir sélection, tri, jointure de tableaux avec la commande recherche V, tableau croisé dynamique. La difficulté provient ici de la multiplicité des sources qu'il faut généralement synthétiser. Dans le cadre d'un système d'information avec une base de données relationnelle, c'est-à-dire avec des tables connectées par des identifiants, on travaille généralement avec des requêtes d'extraction de données. Dans les entreprises équipées d'un SGBDR, c'est-à-dire d'un système de gestion de base de données relationnelle, les informaticiens peuvent utiliser un langage qui s'appelle SQL, qui est un langage de requêtes structurées, pour créer des requêtes. Avec ces requêtes, ensuite, les utilisateurs peuvent facilement extraire un certain nombre de données et faire des statistiques sur ces données. Pour comprendre le principe de fonctionnement d'un SGBDR, je vous propose un exemple simple. Donc, dans cette société, on a envie d'établir une statistique de chiffre d'affaires par département. De quoi on dispose pour faire cette statistique? Eh bien, dans notre système de gestion de base de données relationnelle, on a en fait deux tables. On a la table des clients, d'une part, et on a la table des factures, d'autre part. Alors, inutile de vous dire que c'est un cas extrêmement simplifié. La plupart du temps, dans une base de données de gestion relationnelle, on a des centaines de tables. Bon, qu'importe, travaillons avec cet exemple. Donc, on a deux tables dans cette base de données. La première, c'est la table client, qui contient le code client, qui permet d'identifier chacune des lignes, chacun des clients, et puis différentes informations sur le code client. Par exemple, son libellé, son nom, la rue, le code postal, la ville et le département. Donc, toutes ces informations-là dépendent du client et sont donc repérées via le numéro de client. Deuxième table de notre système de gestion de base de données, on a la table des factures. Cette table reprend l'ensemble de toutes les factures. Donc, comme bien entendu, on a l'identifiant de la facture, qui est en fait le nom de la facture. On a la date de la facture, le numéro de client qui est facturé, bien sûr, le numéro de l'article qui a été vendu, le libellé de l'article, la quantité d'articles qui a été vendu, et le chiffre d'affaires hors taxe qui a été généré par cette ligne. Alors, ce qui est important de comprendre dans cette base de données, c'est qu'on a une relation entre la table client et la table facture, qui est finalement la colonne numéro de client. Vous voyez que dans les deux tables, dans la table facture et dans la table client, on retrouve cette information numéro de client. Et bien sûr, dans la table facture, le numéro de client qui est présent sert à désigner le client qui va être facturé. Par exemple, pour la facture numéro 2, elle est sur le client 127. Eh bien, on sait avec la table client que le client 127, c'est le client AEV application et qu'on doit par exemple envoyer la facture 9 rue Marcel Paul à Vaux-en-Velin. Alors, pour en revenir à notre problème initial qui était d'établir une statistique de chiffre d'affaires par département, on voit bien qu'on a peut-être l'information, mais elle est dans deux tables différentes. C'est-à-dire qu'en fait, dans une première table, on a le chiffre d'affaires qui a été réalisé, et dans la deuxième table, on a le département du client. Il va donc falloir mettre en commun ces deux informations pour pouvoir produire en fait une table qui contiendra uniquement le département et le chiffre d'affaires réalisé sur chacune des factures. Alors pour ça, on utilise la requête numéro 1 ici, qui permet de réaliser ce traitement-là. Alors comment en fait en pratique ça se passe? Eh bien on utilise donc une requête SQL qui va donc permettre de mettre en commun ces deux informations-là. Donc comment elle est structurée cette requête-là? Eh bien la première ligne
ici, select client, point département, virgule, facture, chiffre d'affaires. C'est la première ligne permet de désigner l'ensemble des champs qui vont figurer dans la requête. Donc ici, on voit qu'on aura le département du client et le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des lignes de facture. La deuxième ligne, from facture, client, permet de désigner les tables qui contiennent les différentes informations. Donc ici, on va aller chercher des informations dans la table facture et dans la table client. Et la troisième ligne, finalement, permet de désigner le critère de jointure qui va permettre d'associer les deux tables. C'est-à-dire que la table client associée à la facture va être désignée par la relation code client égale code client qui est dans la facture. Et quand on exécute donc cette requête-là, donc cette requête-là peut être mémorisée dans le système d'information et on va pouvoir ensuite la relancer quand on veut et elle va fournir directement cette table-là qui contiendra le département et le chiffre d'affaires réalisé pour chacune des factures. Donc on n'aura plus qu'à totaliser finalement l'ensemble de ces lignes par département pour obtenir le chiffre d'affaires total réalisé dans le département. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, premièrement, les requêtes SQL ne sont pas votre programme. Donc, c'est pas la peine d'apprendre la syntaxe de SQL. Deuxièmement, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que le meilleur moyen pour extraire une information quand on a une base de données relationnelle, c'est effectivement d'utiliser une requête qui va mettre en forme l'extraction toute seule. Vous allez donc pouvoir les utiliser très simplement, puisqu'en fait, ça se présente comme une table Excel. C'est-à-dire que quelque part, vous aurez une requête, vous allez ouvrir la requête, et la requête elle-même va charger directement l'équivalent d'une table Excel avec l'ensemble de toutes les lignes qui correspondent à la sélection. La dernière partie de cette vidéo va être consacrée à la structuration de l'information dans le système d'information. Nous allons illustrer tout cela tout d'abord avec un exemple. On va donc prendre l'exemple d'une PME commerciale composée classiquement de vendeurs, de commerciaux sédentaires et de comptables. Chaque employé est équipé d'outils informatiques. Le vendeur a son PC portable, il a sa base de données clients pour répertorier ses clients avec tout un ensemble d'informations bien utiles lors des visites. La commerciale sédentaire a un secteur plus grand. Elle gère 5 vendeurs et elle a aussi son PC. Sa base client est plus grande et contient d'autres informations utilisées lors des appels clients, notamment tout ce qui est commande en cours, livraison partielle, etc. Le comptable, lui, utilise sa base client pour les impayés et les relances. Alors, de temps en temps, le vendeur envoie une copie de sa base de données à sa commerciale, car du fait qu'elle n'a pas de contact direct, il lui manque certaines informations. Et comme la commerciale pense que ça peut servir aussi à la comptable, elle lui fait passer ce fichier. Mais de temps en temps, surtout lorsque des clients passent par le site web sans contacter le vendeur sur le terrain, elle envoie des informations au comptable et parfois au vendeur, mais pas toujours. Et de temps en temps, l'informaticien passe pour resynchroniser toutes les bases de données, car le comptable oublie parfois de faire des mises à jour manuelles que j'envoie. Bref, ce processus est plutôt compliqué. Pour simplifier tout cela, il y a une seule chose à faire, une base de données client centralisée sur un serveur. Il n'existe plus qu'une seule table client qui contient toutes les informations utilisées par les vendeurs, les commerciaux sédentaires et le comptable. Chacun a des droits de lecture, de mise à jour, sur tout ou partie de la base client. Par exemple, le vendeur terrain ne peut consulter et modifier que les clients de son secteur. Le comptable a accès à tous les clients, mais ne peut pas modifier les paramètres commerciaux de la fiche client. Alors bien sûr, cela nécessite des investissements, un serveur, un logiciel de gestion,
des PC connectés en réseau, une connexion sans fil pour le vendeur. Mais cela simplifie tout le processus de gestion des données clients. Tout le monde est informé en temps réel de toutes les modifications. Par exemple, le vendeur sait si son client a payé ou non sa dernière facture et sait que son client a passé sa dernière commande sur Internet. Alors on a vu il y a quelques minutes dans cette vidéo que lorsque l'on avait un SGBDR, donc un système de gestion de base de données relationnelles, on avait des tables, en l'occurrence c'était la table client et la table facture, et que ces tables étaient liées par l'information de notre client. Cela nous permettait de ne pas dupliquer les informations clients dans chacune des factures. Seul l'identifiant du client était stocké dans la facture et il fallait lire le client pour associer une information client à la facture. L'exemple qu'on avait pris, c'était le département du client. Eh bien, ce principe doit être mis en œuvre non seulement pour la table facture, mais pour toutes les autres tables qui font référence au client. À savoir les commandes clients, les écritures comptables, les remises habituelles du client, les groupements de clients, et tout un ensemble aussi d'autres tables qui font référence au client. Alors, dans certains des liens entre la table client et l'autre table, j'ai mis des pointillés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire d'avoir un client référent. Par exemple, dans une écriture comptable, on n'est pas du tout obligé d'avoir un client en référence. Ça peut être par exemple une écriture comptable qui correspond à une facture fournisseur, et bien sûr dans ces conditions on n'a pas de client qui est connecté à l'écriture comptable. Idem pour regroupement client. Un client ne fait pas forcément partie d'un regroupement et donc on n'a pas forcément une obligation d'avoir un regroupement client. Alors maintenant, si on applique ce même principe aux principales données de l'entreprise, à savoir les articles, les fournisseurs, les employés, en plus des clients, eh bien on obtient un modèle de données cohérent dans lequel aucune donnée n'est dupliquée. Par exemple, l'adresse d'un fournisseur se trouve à un seul endroit. Et lorsqu'elle est modifiée, cette adresse fournisseur, elle est modifiée dans toutes les requêtes correspondantes et dans tous les traitements automatiquement. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, la réalisation du schéma d'une base de données n'est pas au programme. Par contre, il faut comprendre la notion de table et de relation entre tables. Et que chaque information a une place précise dans un schéma de base de données. Cela met fin à la deuxième partie du cours. Je vous propose de prendre le cours détaillé si vous avez besoin de plus d'informations et de réaliser les exercices d'application directe du cours.